à Sainte-Marie du Faubourg, vendredi 29e de janvier 1672, jour de Saint François de Sales et jour que vous fûtes mariés. Me voici dans un lieu, ma bonne, qui est le lieu du monde où j'ai pleuré le jour de votre départ, le plus abondamment et le plus amèrement. La pensée m'en fait tressaillir. Il y a une bonne heure que je me promène toute seule dans le jardin. Toutes nos sœurs sont à vêpres, embarrassées d'une méchante musique, et moi, j'ai eu l'esprit de m'en dispenser. Ma bonne, je n'en puis plus. Votre souvenir me tue en 1000 occasions. J'ai pensé mourir dans ce jardin où je vous ai vu 1000 fois. Bonjour. Les nombreuses lettres qu'elle écrivit à Françoise Marguerite, sa fille qu'elle adorait et qui lui manquait tant depuis son départ de Paris après son mariage avec le comte de Grignan, et de façon générale l'ensemble de sa correspondance, ont permis à la marquise de Sévigné d'occuper une place exceptionnelle dans l'histoire de notre littérature. Madame de Sévigné, si elle n'avait pas existé, eût manqué à son siècle. Imaginons sans elle le règne du roi Soleil, écrivit fort justement Alain de Caux dans son Histoire des Françaises. La charmante et enjouée marquise, qui fut, selon les dires de ses contemporains, l'une des personnes les plus spirituelles qui se puissent rencontrer, était très attachée à la Provence. Elle se proclama même provençale de cœur lorsqu'elle découvrit notre région après le mariage de sa fille. Elle écrivit d'ailleurs beaucoup sur la Provence et sur Marseille, qu'elle trouvait féerique, et dont elle appréciait la joie de vivre et l'exubérance de sa population. Marseille est bien jolie, et l'air, en gros, y est un peu scélérat, dira-t-elle lors de sa première visite dans la cité phocéenne. Incontestablement, l'entrée de Marseille en littérature est due principalement à la marquise. Rien ne l'a prédisposée pourtant à occuper la place qui est la sienne aujourd'hui et à transmettre le nom des Sévignés à la postérité. Henri, le mari de la marquise, n'aurait jamais sans doute imaginé cela lorsqu'il l'épousa le 1er août 1644, la timide et sage Marie de Rabutin-Chantal, âgée d'à peine 18 ans. Bien des chagrins avaient alors déjà affecté la jeune fille, qui, cependant, pouvait prévoir à sa naissance, à Paris, place royale, que les malheurs s'acharneraient sur sa famille. La joie de ses parents, lors de la venue au monde de cette petite fille toute guillerette et qui promenait autour d'elle un regard émerveillé, est immense. Mais hélas, son père n'eut guère le bonheur de la voir grandir, car il fut tué héroïquement à l'île de Ré, alors qu'elle n'avait que 5 mois. À 7 ans, Marie perd sa mère, puis sa grand-mère et 2 ans après son grand-père. La cruelle loi des séries ne l'épargna pas. On peut supposer que l'enfant fut profondément marqué par ces disparitions successives. Philippe de Coulanges, son oncle, se charge alors de l'élever, le mieux du monde, car il est très riche, et elle apportera en dot à Henri la coquette somme de 100 000 écus. Marier une jeune fille fort jolie, innocente des choses de la vie, riche et instruite, ce qui n'était pas si courant pour une fille à cette époque, cela n'avait pas posé de gros problèmes à Philippe de Coulanges, qui, jugeant qu'il était grand temps de trouver un époux pour Marie, fixa son choix sur Henri de Sévigné.
Cette innocence d'amour de la jeune Marie est parfaitement illustrée par le poème de Pierre de Marbeuf, L'innocence d'amour, écrit en 1628. Tu me dis que l'amour est toujours en enfance, qu'il se plaît, comme enfant, à mille petits jeux, et s'il blesse quelqu'un, se jouant de ses feux, que le mal qu'il lui fait vient de son ignorance. Qu'aveugle est cet archer qui n'a pas connaissance, où frapperont ces traits qui sont si dangereux, et si pour son sujet quelqu'un est malheureux, tu m'assures que c'est une pure innocence. S'il est vrai que l'amour ne t'est pas inconnu, qu'il est un imbécile et qu'il va toujours nu, innocent, dépouillé de malice et de ruse, n'ai-je point de raison, quand le mal que je sens me fait dire qu'Hérodote aurais-tu quelque excuse s'il eût tué l'amour avec les innocents? Henri de Sévigné n'est pas le premier venu. Chevalier, marquis, seigneur des Rochers, de la Haye, de Torçay, du Buron, du Plessis-Tréal, la Baudière, Beaudégât et autres lieux, il voit le jour le 16 mars 1623 sous les meilleurs auspices. Il possède châteaux et terres en Bretagne, jouit d'une position assez remarquable au sein de la noblesse de son pays ainsi qu'aux États, et mène grande vie au château des Rochers. Par ailleurs, d'après Olivier Lefebvre d'Ormesson, il est beau et cavalier bien fait et paré d'avoir esprit. Henri de Sévigné est en effet très beau, et sa démarche est élégante et majestueuse. Son visage est fin et poupin, ses traits délicats, ses lèvres sensuelles et accrocheuses, ses yeux pétillants et sa voix pénétrante. Et dans les moments de passion coutumiers chez lui, extrêmement énergique. Sa conversation, courroucente d'images et de bons mots, enchantait son entourage. De plus, il émanait de toute sa personne une aura de séduction et de générosité qui fait que l'on ne peut s'approcher de lui sans émotion. Enfant, Henri faisait les délices de tous ceux qui le côtoyaient. Alors qu'il n'avait que 10 ans, l'un de ses professeurs, constatant sa vive intelligence, son caractère volontaire et ambitieux, affirma à ses parents qu'il serait un jour, assurément, un grand savant, un grand soldat ou un grand artiste. Et en fait, l'histoire ne retiendra de lui que sa qualité d'obscur mari de l'illustre marquise de Sévigné. Si Henri est habile à manier l'épée, il n'en était pas moins sensible à toutes les formes d'art, à la musique, la peinture et la poésie. En un temps où il était de bon ton dans la bonne société d'écrire des vers à tout propos et sur tous les sujets, et même si l'on n'a pas retrouvé de poème signé Henri de Sévigné, il est vraisemblable qu'il exprimât, à travers la poésie, son attirance pour les femmes, son goût pour la nature, et peut-être aussi son angoisse devant la mort. Cet homme, qui aimera tant les plaisirs de la vie, redouter le cercueil qui nous attend tous, petits et puissants, même s'il reconnaissait que la mort était la seule vraie justice en ce bas monde. Sans doute pensait-il, dans les moments où il affrontait courageusement ses adversaires dans des duels souvent épiques, au poème « Songe mortel », écrit en 1653 par Charles de Vion d'Alibré. Songe, songe mortel, que tu n'es rien que cendre, et l'assuré butin d'un funeste cercueil.
Porte haut tes desseins, porte haut ton orgueil. Au gouffre du néant, il te faudra descendre. Qu'est enfin un César et qu'est un Alexandre, dont les armes ont mis tant de peuples en deuil? Ils sont où les grandeurs doivent toutes se rendre et toutes se briser comme sur un écueil. Que ces exemples dont ton esprit humilie et que tes vanités sous de tels rois se plient, ils furent dans leur temps plus que tu n'es au tien. Cependant, il en reste, après tant de merveilles, qui furent des humains la perte et le soutien, qu'un peu de poudre au vent et de bruit aux oreilles. Henri de Sévigné était semblable par sa bravoure, son humour, son indiscipline, au cadet de Gascogne, immortalisé par Cyrano. À 18 ans, il joue déjà un rôle non négligeable aux États et se fait remarquer par son franc-parler et ses prises de position audacieuses. Son oncle n'est autre que le fameux Paul de Gondi, coadjuteur de l'archevêque de Paris et futur cardinal de Retz. Cet homme brillant, passionné de politique et qui reconnaît lui-même avoir l'âme la moins ecclésiastique de l'univers, lui prédit une brillante carrière à la cour, pourvu toutefois qu'il se montre moins dédaigneux envers elle. La deuxième condition de sa réussite à la cour est qu'il trouve une charmante épouse, très attentionnée, qui lui fasse oublier les femmes. Son péché mignon. En effet, le marquis est élégant, spirituel, mais surtout volage et panier percé. C'est en somme l'archétype du libertin. Il faut préciser cependant que le libertinage n'a pas alors la même signification que de nos jours. Le libertin n'est pas seulement un homme particulièrement attiré par les choses de la chair, c'est un impie, un effroyable impie qui ne croit plus en la vie éternelle et qui, par conséquent, entend bien profiter le plus largement et le plus longtemps possible de l'existence terrestre et de tous les plaisirs qu'elle procure. Les libertins, auprès des dames, se font les zélateurs d'une doctrine des plus séduisantes. Les guerres de religion ont, à leur manière, conforté celle-ci, et si des hommes et des femmes, suivant la voie ouverte par Vincent de Paul ou François de Sales, continuent à se vouer à la vie de l'âme, ils sont bien loin de représenter alors une majorité. Au temps de la Fronde, la foi apparaît bien tiède, notamment dans la bonne société. À la différence des dames galantes de l'époque de Brantôme, qui faisaient l'amour en craignant l'ire de Dieu, les femmes de l'aristocratie n'ont plus de complexe, ni d'angoisses existentielles. Elles ne se cachent plus, et à l'instar de nos modernes féministes, prônent déjà la liberté sexuelle, car, faut-il le rappeler, dans libertinage, il y a aussi liberté, et rien ne pourra désormais ralentir cette quête de la liberté dans tous les domaines, et pas seulement d'ailleurs dans celui de l'amour. L'évolution de la société vers plus de liberté est irréversible, et bientôt les aspirations de la noblesse s'étendront à toutes les classes de la société. Henri ne fait donc pas figure d'exception dans ce climat de permissivité absolue, mais Gondi, lui-même amateur de galanterie en dépit de son état, sans condamner implicitement son neveu, redoute que celui-ci se laisse détourner de son brillant destin par la gent féminine. Nul doute que le mariage lui soit bénéfique et le rende plus sage.
Henri est aussi un homme qui n'est pas dépourvu d'ambition et qui a des idées parfois très judicieuses, aussi bien pour la gestion du pays que dans le domaine social, ce qui n'est pas chose courante à l'époque, et d'esprit très libéral. Ses paroles, comme ses écrits, préfigurent parfois les philosophes du XVIIIe siècle. D'aucuns diront même que, inconsciemment, la marquise subira l'influence de son style enjoué, passionné et parfois mélancolique. Ce 1er août 1644, en l'église Saint-Gervais, où est célébrée l'union entre les deux jeunes gens, bénis par l'évêque de Châlons, l'oncle de la mariée, Henri est sans doute empreint de mélancolie. Marie, de son côté, est aux anges. C'est incontestablement une grande alliance qui se noue, et elle prend soin d'ailleurs d'en relever l'éclat. 14 contrats de mariage de père en fils, 350 ans de chevalerie. Les pères, quelquefois considérables dans les guerres de Bretagne et bien marqués dans l'histoire, quelquefois retirés chez eux comme les Bretons, quelquefois de grands biens, quelquefois de médiocres, mais toujours de bonnes et grandes alliances. De surcroît, Henri est un beau garçon, bien fait de sa personne, et qui a de l'esprit, ce qui ne gâche rien. Et elle en est tombée éperdument amoureuse dès leur première rencontre. Elle n'ignore pas que son séduisant époux a un goût immodéré pour les jupons, mais cela ne l'inquiète pas outre mesure. Elle est pour l'instant tout à sa joie et à son émotion. Durant la cérémonie, qui se veut grandiose et n'en finit pas de finir, la mélancolie d'Henri se teinte parfois d'une certaine amertume. En fait, Henri est à la fois joyeux et amer. Joyeux d'épouser une si charmante jeune fille, qui plus est semble fort aimable et cultivée, ce qui le change des habituelles bécasses précieuses et prétentieuses qu'il fréquentait ordinairement, amer en songeant qu'il allait devoir être enfin sérieux à 21 ans, comme il en avait fait la promesse à sa famille, mettre donc un terme à sa vie de débauche et s'occuper sérieusement de sa carrière. M. de Gondi n'avait d'ailleurs pas caché sa satisfaction en apprenant ce mariage. Un mariage salvateur qui, selon lui, allait permettre à son neveu de se ranger et que s'accomplissent les prédictions de son vieux professeur, d'ailleurs présent à la noce. Au moment où l'évêque évoquait les devoirs des futurs époux, une larme perla dans les yeux d'Henri. Émotion réelle ou regret tardif d'avoir cédé aux injonctions de sa famille. Il est possible qu'à cet instant même, Henri ait pris la décision qui allait conduire à l'échec de son mariage et à celui de sa vie, pourtant engagée sous les meilleurs présages, à savoir conserver dans la mesure du possible ses maîtresses et jouir pleinement de la vie en parfait épicurien, quitte à sacrifier sa carrière et sa parole donnée. Mais il n'est pas impossible aussi qu'il ait au contraire décidé d'en finir avec ses vieux démons et de commencer désormais une existence nouvelle et exemplaire. Le fait est que, peu de temps après le mariage, Henri retomba bien vite dans ses habitudes. Les nouveaux époux s'étaient installés au numéro 11 de la rue des Lions Saint-Paul, l'hôtel que leur avait loué le notaire paysan. Des yeux doux que fit aussitôt le jeune marié à la petite servante n'étaient guère de bon augure pour la suite. Et il faut bien reconnaître que le mariage ne fut point
d'un mariage heureux. Marie ne parviendra pas à le retenir et à réfréner ses pulsions, malgré tous ses charmes et ses efforts indéniables. Bientôt, Henri de Sévigné succomba à nouveau à ceux dont il raffolait le plus, les duels, interdits par Richelieu, et les femmes. Qui aurait imaginé, écrit Madame Renée Taillandier, qu'il aimerait toutes les femmes, excepté, au dire du monde, la plus délicieuse de toutes, la sienne. Certains n'hésitaient pas de le qualifier de véritable faune, à la fois gueux et fastueux. Madame de Sévigné est très vite consciente de cette situation, et contrairement à ce que l'on a parfois écrit, elle ne baisse pas les bras. Au contraire, elle se bat et s'acharne dans ses efforts pour conserver son mari et le détourner de ses maîtresses. Néanmoins, Henri, non content de garder celle-ci, ajoute même d'autres fleurons à sa couronne. Il jette l'argent par les fenêtres, à pleine poignée, et dissipera en 4 années les biens de son épouse. Lorsque l'on joua pour la première fois en 1665 une pièce de Molière, Don Juan ou le Festin de Pierre, il est vraisemblable que de nombreux spectateurs eurent une pensée émue pour le marquis qui, 15 ans plus tôt, incarnait si bien dans sa vie quotidienne ce personnage truculent, notamment lorsque Don Juan fait part à son valet Sganarelle de sa conception toute particulière de la vie et des femmes. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Il faut dire à la décharge d'Henri qu'il allait bientôt jouer le rôle du lapin plutôt que celui du chasseur. Finalement, il finit par tomber dans l'erré tendu par une femme qui le surpassait toutes dans leurs exigences et leurs outrances, l'éblouissante et redoutable sirène du grand siècle, Ninon de l'Enclos. Elle enflamma le cœur d'Henri, comme aucune autre femme avant elle. Pourtant, elle n'eut jamais de beauté, indique Talémon des Réaux. Toutefois, ajoute aussitôt ce fin observateur de la bonne société de son temps, elle avait l'esprit vif, jouait bien du luth et dansait agréablement, surtout sur la sarabande. Anne, dite Ninon de l'Enclos, naquit en 1620 de parents nobles. Sa mère, pieuse dame de l'Orléanais, souhaitait faire d'elle une religieuse. Son père, philosophe épicurien, qui dut quitter la France un certain temps après avoir tué en duel le baron de Chaban, avait choisi pour sa fille une autre voie. Il espérait qu'elle puisse être comme lui, philosophe et épicurienne. Je vous laisse imaginer qui, du père ou de la mère, l'a emporté. Quand il put rentrer en France, M. de l'Enclos découvrit que son enfant était déjà une jeune fille pleine de grâce, à la figure appétissante et aux yeux qui faisaient pâte de velours. En mourant, alors qu'elle n'avait que 15 ans, il lui laissa sa fortune et quelques biens, mais surtout lui donna un conseil utile. Ma fille, sois moins scrupuleuse sur le nombre que sur le choix de tes plaisirs. Ninon sut entendre cet avis plein de sagesse, et elle en fit même la règle d'or de son existence. Saint-Estienne fut le premier qui lui en conta, souligne Tallemant. Puis ce fut le chevalier de Raret, qui l'aima à la folie, Coligny, Villarceau,
le plus durable de ses amours, pas moins de 3 ans. Le grand Condé lui-même, le plus glorieux homme de son temps, à qui l'on connaît fort peu d'aventures féminines. Le duc de la Rochefoucauld et le maréchal d'Albret. Le maréchal d'Estrées qui se disputa avec l'abbé Desfiats la paternité du fils de Ninon, le futur monsieur de la Boissière, et l'emporta au dé. Gnossens, Palluau, Eliade, Gourville, Panier, Lachâtre, qui avait le mauvais goût de se montrer jaloux, Pécourt, Brancasse, Chapelle, l'ami de Molière et de Boileau, qui de dépit composa 30 chansons féroces contre elle, le chevalier de Méré, l'ami de Pascal, et une myriade d'autres personnages plus ou moins connus, dont l'astronome Huygens. Le froid et méthodique savant, transformé par sa soudaine passion pour les beaux yeux de Ninon, se fit même poète afin de lui plaire, et non sans mal extirpa de sa cervelle ce quatrain mémorable. Elle a 5 instruments dont je suis amoureux. Les 2 premiers, ses mains, les 2 autres, ses yeux. Pour les plus beaux de tous, le 5e qui reste, il faut être fringant et leste. L'histoire ne nous dit pas si le bon astronome fut assez fringant avec la belle sirène. On a en effet comparé Ninon à Calypso, mais cette image n'est pas très juste, me semble-t-il, car contrairement à celle-ci, qui retint Ulysse 10 ans, Ninon de l'Enclos ne retiendra jamais ses amants plus de 3 ans. En croire toujours Tallemant, qui était décidément fort bien renseigné, le premier dont elle devint amoureuse fut feu monsieur de Chastillon, qui fut tué à Charenton. Elle lui écrivit et lui donna rendez-vous. Il y va, mais comme c'était un inconstant, il la quitta bientôt. Elle, qui était plutôt d'humeur à quitter qu'à être quittée, ne trouva point ce traitement supportable. Et Tallemant d'ajouter: on dit que pour s'en venger, elle l'avait si bien poivré qu'il ne put être remis de longtemps. Femme de lettres estimée, Ninon tiendra bientôt un des salons les plus prisés et les plus spirituels de la capitale, véritable quartier général de l'esprit, où l'on rencontrait Molière, Charleval, Bussy-Rabutin, La Fontaine, parmi ses plus illustres habitués. Les années passant n'ont pas de pouvoir sur elle. Elle chante, danse, inspire même encore à 79 ans une passion violente à un jeune abbé nommé Guédoine. Elle fera languir le malheureux plusieurs mois, et quand enfin elle cède, il se plaint à juste titre de sa si longue attente. Excusez ma coquetterie, dira-t-elle, mais j'ai voulu avoir mes 80 ans et je ne les ai que d'hier soir. Il demeurera 1 an son amant, et c'est encore elle qui se lassa la première. Voilà donc rapidement esquissé le portrait de cette femme exceptionnelle qui s'est voulue totalement indépendante et qui constitue le premier modèle d'un amour libre pratiqué systématiquement. Ninon fut un exemple nouveau de triomphe des vices conduit avec esprit, notera Saint-Simon, pourtant généralement peu indulgent pour ses contemporains. C'est donc cette femme, hors du commun, qui allait entrer un beau jour de printemps de l'an de grâce 1650 dans la vie d'Henri de Sévigné. Un grand frisson traversa aussitôt son corps lorsqu'elle lui fut présentée, sans doute dans quelque cabaret où elle aimait à offrir à souper au gratin de l'aristocratie libertine, et il resta toute la soirée à la regarder sans prononcer une seule parole. Ses yeux qui brillaient, son corps harmonieux et souple, l'avaient littéralement ensorcelé.
Mais, plus encore que sa beauté toute relative, c'était quelque chose d'autre, de plus ardent, qui émanait du tréfonds de son être, quelque chose d'impalpable, d'indiscernable, de sublime et d'un peu effrayant. C'était, selon Henri, comme une musique mystérieuse qui semble s'échapper d'un être, d'une musique qui vous saisit et vous immobilise de manière si complète qu'on dirait qu'elle va absorber toute votre vie à jamais. La divine Ninon, de son côté, ne fut pas indifférente au charme indéniable du Breton. On est un peu surpris à la lecture des premières lettres qu'elle lui écrivit, et par le ton maternel qui s'en dégageait. Avec habileté, elle ne lui promet rien, sinon son amitié, et lui fait attendre beaucoup. De son côté, il semble espérer beaucoup des conseils de cette femme expérimentée qui connaît bien la vie. Voici une lettre de Ninon de l'Enclos au marquis de Sévigné qui fut écrite au début de leur relation. Moi, marquis, me charger de votre éducation, vous guider dans la carrière où vous allez entrer, c'est trop exigé de mon amitié pour vous. Vous le savez, quand une femme n'est plus de la première jeunesse, paraît prendre un intérêt particulier à un jeune homme, on dit qu'elle veut le mettre dans le monde. Et vous n'ignorez pas la malignité avec laquelle on se sert de cette expression. Je ne veux donc point m'exposer à l'application qu'on pourrait m'en faire. Tout ce que je puis pour votre service, c'est d'être votre confidente. Vous me ferez part de toutes les situations où vous vous trouverez. Dans l'occasion, je vous dirai ma pensée, et je tâcherai de vous aider à connaître votre propre cœur et celui des femmes. Cependant, quelque plaisir que j'envisage dans ce commerce, je ne me dissimule pas les difficultés de mon entreprise. Le cœur, qui sera le sujet de mes lettres, fait réunir tant de contrastes que quiconque en parle doit nécessairement paraître tombé dans bien des contradictions. On croit le saisir et l'on n'embrasse qu'une ombre. C'est un vrai caméléon. Vu de différents côtés, il présente des couleurs toutes opposées et qui n'en existent pas moins dans le même sujet. Vous devez donc vous attendre à lire bien des singularités. Mais enfin, je vous proposerai mes idées. Elles pourront souvent vous paraître très singulières, plus singulières que vraies. Ce sera à vous de les apprécier. J'ai d'ailleurs un scrupule dans l'âme. Je prévois que je ne pourrai guère être sincère sans médire un peu de mon sexe. Mais vous voulez savoir ce que je pense sur l'amour et tout ce qui y a rapport, et je me sens assez de courage pour vous parler avec franchise. Par la suite, je ne vous étonnerai pas en vous annonçant qu'il fut aimablement accueilli dans le lit de la sirène. Et celle-ci sembla d'ailleurs très satisfaite des prouesses sexuelles de son nouvel amant. Elle avait pris l'habitude de classer ses amants en 3 catégories. Les payeurs, dont elle ne se souciait guère, et qu'elle n'a souffert que jusqu'à ce qu'elle ait eu de quoi s'en passer, les martyrs et les favoris. Henri fit certainement partie de ces 3 catégories, mais il fut très vite promis au rang de favori. Place éphémère toutefois, car comme vous le savez maintenant, on ne reste jamais trop longtemps l'amant de Ninon. Néanmoins, cette place enviée procurait un certain prestige, même après l'avoir perdue. Henri et Ninon se retrouvaient régulièrement rue de la Vrillière, dans le bel hôtel particulier du surintendant Michel Particelli d'Emery,
qui fut acheté plus tard par Fouquet, puis par Charles Perrault, l'auteur des Contes, avant d'être rasé pour l'aménagement de la place des Victoires, où le maréchal de la Feuillade fit élever la statue du roi Soleil. À l'époque où il servit de refuge aux ébats d'Henri et de la belle Ninon, l'hôtel était célèbre pour sa magnificence et son confort peu fréquent en ce temps, ce qui lui valut le surnom évocateur d'hôtel commode. C'était aussi le rendez-vous obligé des frondeurs, qui aimaient écouter déclamer le poète satirique Gilles Boileau, le frère de Nicolas Boileau. Bussy-Rabutin, première mauvaise langue du royaume, et qui était amoureux de sa cousine, évoque à plusieurs reprises le désarroi de la marquise devant le comportement indigne d'Henri. Je voyais le chagrin que son mari lui donnait tous les jours, écrit-il notamment. Elle s'en plaignait à moi bien souvent, et me priait de lui faire honte de 1000 attachements qu'il avait. Je la servis en cela quelque temps, heureusement, mais enfin le naturel l'emportant sur mes conseils, de propos délibérés, je me mis dans la tête d'être amoureux d'elle. Plus par la commodité de la conjoncture que par la force de mon inclination. Bussy-Rabutin ne cessera pas d'assaillir sa cousine de prévenance, mais sans parvenir à ses fins. Mais il était persévérant, et il entendait bien jouer sur les déconvenues croissantes de la marquise. À l'affût des confidences d'Henri, il raconte. Un jour, Sévigné m'avait dit qu'il avait passé la nuit la plus agréable du monde, non seulement pour lui, mais aussi pour la dame. Vous pouvez croire que ce n'est pas avec son épouse. Non, c'est avec Ninon. Aussitôt, il s'empresse d'aller divulguer l'aventure à la marquise. Voyez-vous, ma belle cousine, je serai moitié de la vengeance, s'exclame-t-il avec emphase, agenouillé aux pieds de Marie. Grâce aux bons soins de Bussy et de quelques autres, et du peu de précautions pris par les intéressés, cette liaison devint bientôt secret de polichinelle. Stigmatisés par leurs rusés cousins, les vaudevillistes s'emparèrent de l'affaire pour encourager l'infortunée marquise à user de représailles, et de tous les coins de la capitale on répétait « Approuvez un dessein que l'amour autorise, vous résistez en vain, madame la marquise !» Mais il n'était pas dans le tempérament de Marie de se venger, et de surcroît de cette façon, ni avec Bussy, ni avec un autre. Le lendemain, poursuit Bussy, je rencontrai Sévigné au cours. Il me remit sur le chapitre de sa bonne fortune, et après m'avoir dit 1000 avantages qu'il y avait d'être amoureux, il conclut par me dire qu'il ne voulait être toute sa vie, et même qu'il l'était de Ninon autant qu'on pouvait l'être, et qu'il s'en allait passer la nuit avec elle chez Vassé, qui donnait une fête et dont ils se moquaient ensemble. Il faut préciser que le jeune et gracile marquis de Vassé courtisait en vain Ninon, donnant pour elle des fêtes mirifiques dans son hôtel particulier, et qu'il faisait l'objet des moqueries et autres quolibets de la part des deux amants. Peu de temps après, Vassé perdit la vie dans un duel pour une affaire d'honneur qu'il eut avec le chevalier d'Albret, le frère du maréchal. Ce qui représentait aussi pour Henri un changement non négligeable à travers sa liaison avec Ninon, c'est que, pour la première fois, hormis son épouse, il avait affaire à une femme d'esprit, avec laquelle il pouvait parler et aborder les questions les plus diverses. Il aimait notamment évoquer avec elle cet ouvrage qu'il souhaitait écrire et qui ne vit malheureusement jamais le jour. Il trouvait en Ninon, femme libérée et ouverte aux idées nouvelles, un écho favorable.
elle qui recevra des années plus tard dans son salon les libres penseurs, et qui lèguera par testament une somme de 2000 francs au fils de son notaire, un jeune garçon de 12 ans qu'on lui avait présenté et qui lui avait paru gentil et l'esprit vif. Elle spécifia seulement que cette somme est pour qu'il puisse s'acheter des livres. Or, ce jeune garçon était un certain Arouet, et plus tard Voltaire. Extraordinaire passage à témoin entre une femme qui s'est voulue libre et Voltaire, qui sera le symbole de la liberté, entre le grand siècle et le siècle des Lumières. Henri semblait avoir conscience de cela, et il considérait presque comme un privilège, voire même un honneur, le fait d'occuper une telle place auprès de Ninon. Et il ne manquait pas de le lui répéter. Ta personne est désormais pour moi le plus charmant, mais aussi le plus sacré dépôt dont jamais mortel fut honoré. Quant à Ninon, elle était certainement sincère lorsqu'elle lui écrivait « Adieu, mon cher marquis, je vous aime 1000 fois plus que je ne vous aimais. Je ne crois pas que mon sentiment puisse augmenter encore beaucoup. L'excès même à ses bornes. » Je crois qu'Henri était surtout émerveillé de voir qu'une telle femme puisse lui porter un si doux sentiment. Bien des années plus tard, son fils, Charles, à son tour, succomba au charme de la sirène, bien qu'alors elle fût âgée de 51 ans. Celui-ci possédait la grâce et la finesse de sa mère, mais aussi, malheureusement, l'inconstance de son père. C'était un passionné de théâtre, et à ce moment-là, ce que l'on appellera le théâtre classique triomphait, avec notamment Molière pour la comédie, Corneille et Racine pour la tragédie. Parmi les grandes stars du théâtre, celle qui fut sans doute la plus portée au nu par le public était alors Marie Thémard Champmeslé, la Champmeslé, à la beauté agressive et au talent indéniable. Elle fut la maîtresse du grand Racine, pour laquelle il écrivit des rôles sur mesure qu'il lui faisait lui-même répéter. Elle sera la triomphatrice de Bérénice, de Mithridate et d'Iphigénie. Il semble bien que Ninon, en jetant son dévolu sur le jeune fils de la marquise, voulait surtout jouer un bon tour à la Champmeslé, qu'elle considérait comme sa rivale et qui était la maîtresse de Charles, en même temps d'ailleurs que celle du comte de Clermont-Tonnerre. La Champmeslé enchantait alors Paris dans le rôle de Roxane de Bajazet. Ninon ne savait pas quoi inventer pour nuire à la comédienne, dont le prestige lui faisait sans doute de l'ombre. Elle parvint même à se faire remettre par Charles les lettres que la Champmeslé lui adressait. Son dessein était de les envoyer au comte de Clermont-Tonnerre afin de l'édifier sur la fidélité de la comédienne. Mais Charles se ravisa et reprit ses lettres afin de les brûler, ce qui évita le scandale. On doit ce revirement au sage conseil de sa sœur, Madame de Grignan, et de sa mère. Moins de 20 ans après son père, le fils de la marquise fera donc partie des inconditionnels de Mademoiselle de L'Enclos, toujours verte malgré son grand âge. Avec le temps, Madame de Sévigné pardonnera, semble-t-il, à l'ensorceleuse qui devait lui survivre encore 6 ans. Si elle fut révoltée par la liaison de son fils avec Ninon, la marquise avait également mal accepté, 21 ans plus tôt, comme on l'a vu, de voir Henri passer le plus clair de son temps dans la couche de celle qu'elle qualifiait déjà de dangereuse intrigante, car, incontestablement, elle aimait ce mari infidèle qu'on lui avait choisi,
naturellement sans lui demander son avis. Elle l'aimait en tout cas bien plus que lui ne l'aimait, mais elle était profondément déçue par son attitude et en souffrit longtemps en silence. On oublie les infidélités, mais on ne les pardonne pas, dira-t-elle. Elle s'était pris pourtant à espérer, avec la naissance de leur fille Françoise Marguerite, future Madame de Grignan, et de leur fils Charles. Mais rien n'y fit. Henri s'acquittait certes de son devoir de père, et il était même un père adorable, mais il n'en continuait pas moins ses folles aventures galantes et ses prodigalités. Il aurait certainement ruiné sa femme si les Coulanges n'y avaient pas mis bon ordre. Madame de Sévigné, pour arranger les affaires de son mari, engagea jusqu'à 50 000 écus, malgré les conseils de ses amis qui tentaient de la convaincre de ne pas mettre tant de biens sur cette tête sans cervelle. À cela, elle répondait « Pourvu que je ne lui mette que cela sur la tête, patience !» Monsieur de Sévigné m'estime et ne m'aime point. Je l'aime et ne l'estime point, se plaisait-elle aussi à répéter. Henri, de son côté, lorsqu'on lui faisait reproche de délaisser sa jeune et ravissante épouse, assurait qu'il avait beaucoup d'affection pour elle, mais qu'elle n'avait, hélas, aucun tempérament. Et c'est la raison pour laquelle il cherchait ailleurs. Bussy-Rabutin et d'autres rapportent ces propos étonnants. La marquise était-elle donc frigide? Ou était-elle simplement peu attirée par la chose? Cette dernière hypothèse me semble plus vraisemblable. Tallemant des Réaux, de son côté, raconte qu'un ami intime du couple lui aurait dit un jour « Si l'on se rapporte aux actions de la marquise, je crois que la foi conjugale n'a point été violée. Si l'on regarde l'intention, c'est autre chose. Pour en parler franchement, je crois que son mari s'est tiré d'affaire devant les hommes, mais je le tiens pour cocu devant Dieu. » Lorsqu'elle se retrouva prématurément veuve, à seulement 25 ans, toujours belle et désirable, elle ne manquera pas de soupirants. Mais elle ne répondra à aucune de leurs avances. Elle aura de nombreux amis, dont Jean de La Fontaine, qui contribua à répandre l'idée des sentiments du roi envers la marquise, avant même son mariage avec Henri, et évoquera sa vertueuse résistance dans sa fable « Le lion amoureux ». Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle, et qui naquîtes toute belle, à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable, et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour sut dompter? Amour est un bien étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses cours. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non, puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là. Ayant courage, intelligence et bellure, outre cela. Voici comment il en est. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dur. La refuser n'était pas sûr. Même un refus fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car, outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers,
fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit: Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille répondra mieux quand vous voudrez la caresser. Étant sans ces inquiétudes, le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Cette résistance gâcha en tout cas la chance de Madame de Sévigné d'appartenir à la cour, si l'on peut appeler cela une chance. C'est aussi pour mettre fin aux spéculations qu'il fut décidé de lui donner un mari au plus vite. Parmi les amis fidèles de la marquise, on trouvait également le surintendant Fouquet. Il faut rappeler à cet égard que grâce à ses multiples interventions, elle lui évitera la peine de mort lorsque la foudre royale s'abattra sur lui. Elle eut donc des amis qui quelquefois la courtisèrent, mais elle resta toujours sage. Henri n'avait sans doute pas tout à fait tort quand il se plaignait de son manque de tempérament. Toute la chaleur est à l'esprit, disait-il quelquefois avec un sourire fataliste. Henri est certainement passé à côté de la superbe carrière administrative ou politique à laquelle son intelligence et son ingéniosité le destinaient immanquablement, à cause essentiellement des femmes, et peut-être indirectement aussi à cause de sa femme, qu'il abandonnait pour d'autres en raison de son absence de chaleur. En définitive, on peut dire qu'il a ainsi manqué sa vie, et on peut que le regretter pour lui, car chacun s'accordait à reconnaître, même ceux qui ne l'aimaient guère, que c'était un homme très cultivé et ouvert, et de surcroît un homme d'action, aux idées généreuses, et qui fonçait éperdument quand une cause lui semblait juste. Ainsi, tout naturellement, lorsqu'éclata la fronde, il se lança à corps perdu dans la tourmente, prêt à tout pour faire triompher ses idées novatrices, qui annonçaient déjà celles des philosophes du XVIIIe siècle, et qu'il projetait de faire connaître à travers ce fameux livre qu'il n'eut hélas pas le temps de rédiger. En août 1648, alors que le futur roi Soleil n'avait que 10 ans, la situation politique et sociale de la France était assez dramatique. Lors de ses déplacements, sa mère, Anne d'Autriche, était maintes fois conspuée par les femmes du peuple qui criaient misère. De nombreux nobles vivant sur leurs terres, très près des gens et conscients de leurs problèmes, ainsi que quelques princes ambitieux et opportunistes, furent à l'origine de la fronde des princes, qui suivit celle du Parlement et fut portée à son paroxysme avec l'arrestation de Condé, puis de Conti et de Longueville. Condy joua un rôle de premier plan dans cette aventure où son neveu s'éclata littéralement. Il possédait, comme l'on dirait aujourd'hui, la fibre sociale et croyait en la nécessité d'une redistribution plus juste des richesses. Le Parlement réclama la libération des princes. Mazarin, avec sa ruse habituelle, vint alors de s'incliner. Il libère les prisonniers et s'exila à Brûle chez les lecteurs de Cologne. Les frondeurs jubilaient, persuadés d'avoir gagné la partie, et Sévigné envisageait sérieusement de participer au gouvernement de l'État sous l'autorité de Condé, qui remplacerait Mazarin, ce misérable aventurier qui n'était même pas français. Mais de son exil,
le cardinal continuait à gouverner la France par l'intermédiaire de ses fidèles, le délayé, Servien et Lyonne, et préparait son retour victorieux. Combat, victoire, échec, repli au château des Rochers où la marquise passera plus tard tant d'années loin de tout. Sévigné se retrouva en définitive plutôt déçu et amer, notamment en raison des atermoiements de Condé qui révéla en ces circonstances son indécision et son manque de fermeté. Décidément, les femmes lui apportaient plus de satisfaction. Pourtant, lorsque Ninon se lassa du fougueux marquis, celui-ci ressentit une profonde tristesse et un ressentiment envers toutes les femmes. C'est alors que commença l'ultime épisode de cette foule et courte vie, sa rencontre et sa liaison avec Madame de Gondran. On peut affirmer, en prenant toutes les précautions d'usage, que Henri de Sévigné avait de la tendresse pour son épouse, qu'il fut ensorcelé par la belle Ninon de l'Enclos et séduit par de nombreuses femmes appartenant à tous les milieux. Mais sans doute ne fut-il véritablement amoureux qu'une seule fois de sa vie, et ce premier grand amour lui fut fatal. Il se porta, en effet, sur une certaine Madame de Gondran, jeune Péronnelle qui aurait fait aussi volontiers le bonheur de deux amants que d'un seul, et que l'on surnommait la belle Lolo, surnom révélateur s'il en fut. Elle était, dit-on, aussi belle que stupide, ce qui changeait de Ninon de l'Enclos, et Henri en tomba amoureux fou. Pour parvenir à ses fins, notre opiniâtre marquis entreprit de débaucher le mari. Celui-ci était un homme exquis, doux et romanesque. Son visage et sa personne débordaient de grâce et de charme. Il parlait toujours calmement, d'une voix chaude et bienveillante, et toutes ses manières étaient d'un extrême raffinement. Il était sensible aux compliments et ne se privait pas d'en faire à ceux qui les méritaient. Enfin, il croyait dans la noblesse de l'âme humaine et en la vertu des femmes. Tragique erreur de sa part. Henri, avec habileté, sut le flatter dans le sens du poil et jouer de son pouvoir de séduction. Au bout de quelques rencontres, M. de Gondran ne pouvait s'empêcher d'être troublé à sa vue et d'avoir pourtant du plaisir à le voir. Il finissait presque par être gêné devant Henri de ce trouble qu'il ne pouvait dissimuler. Mais Sévigné sut aussitôt le mettre à l'aise, et bientôt il fit partie des intimes de la maison de M. de Gondran, qui ne jura plus désormais que par lui. De méchantes langues racontèrent même que leur amitié dérapa sur le plan physique. Rien n'est moins sûr. Dans cette hypothèse, Henri en éprouva-t-il du plaisir? C'est là un autre problème. En tout cas, que n'aurait-il pas fait pour s'immiscer dans ce foyer et posséder la belle Lolo? Madame de Gondran était expansive et exaltée. Un jour qu'elle s'embarrassa dans sa robe et fit un faux pas, Henri la retint par le bras, et tout émue, elle envoie à son sauveur une reconnaissance éternelle. Autrement dit, l'accueillit aussitôt dans son lit. Son succès auprès du couple à peine savouré, voici qu'apparut une vieille connaissance, le chevalier d'Albret, qui rendait aussi des soins à la belle, sans être pour autant aussi bien traité que son rival. Ce dernier se répandit en railleries sur le compte du chevalier, qui, sur le champ, le provoqua en duel. Pour l'honneur de la belle Lolo, voici donc notre impulsif et valeureux marquis, une fois encore sur la brèche.
Rendez-vous fut pris à l'aube blafarde du 4 février 1651. Henri se présenta à l'heure dite dans un de ses plus beaux habits, comme s'il allait célébrer un jour faste et joyeux. Avec majesté et un tantinet de condescendance, il salua son adversaire et leva quelques instants le regard vers le ciel comme pour implorer la haute protection divine, lui qui se plaisait, même devant son oncle, à vilipender la religion et ses servants. Un quart de seconde peut-être, il songea au risque qu'il prenait. Mais ce n'était pas son premier duel, et le risque faisait partie de sa vie. Jamais il n'avait songé avant de se rendre à ce rendez-vous à composer avec le chevalier, qui avait la réputation d'être l'une des plus fines lames de son temps, mais dont la magnanimité, dès lors qu'il percevait un geste en contrepartie, n'avait égal que son esprit. Le combat fut rude et bref, et le chevalier transperça d'un coup d'épée l'infortuné marquis, aussi franc que Miocens avait tué Villandry. Et Saint-Mégrin de constater: Ma foi, ce chevalier d'Albret est un fort joli garçon, bien fait, bien spirituel, et qui tue fort bien le monde. Tandis que celle par qui le scandale était arrivé clamait à qui voulait bien l'entendre que M. de Gondran et elle-même avaient perdu leur meilleur ami. Henri avait supporté aequo animo cet ultime coup de l'adversité, bien que désespéré, on le serait à moins de mourir à 27 ans. Il rendit l'âme presque aussitôt. Étrange coïncidence, ce duel eut lieu dans les bois qui bordaient la maison de campagne de Ninon à Picpus. Madame de Sévigné était en Bretagne et se précipita à Paris dès qu'elle apprit l'affreuse nouvelle. Mais lorsqu'elle arriva sur place, le marquis était déjà sous terre, laissant une myriade de femmes affligées, plus ou moins sincèrement affectées par ce brutal malheur. Il paraît que la marquise versa des torrents de larmes. Elle faisait vraiment peine à voir, rapportent ses amis. Elle affirmait que jamais elle ne s'en remettrait. On a même dit, mais que n'a-t-on pas dit, que ne possédant ni portrait ni cheveux de son mari, elle en fit demander à Madame de Gondran. Une fois encore, ce bon monsieur de La Fontaine évoque la marquise dans l'une de ses nouvelles fables, la jeune veuve. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit, et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits. Aux soupirs vrais ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable. On le dit, mais il n'en est rien. Comme on le verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait: Attends-moi, je te suis, et mon âme aussi bien que la tienne est prête à s'envoler. Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler: Ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes, qu'a besoin le défunt que vous noyez vos charmes, puisqu'il est des vivants, ne songez plus qu'aux morts. Je ne vis pas tout à l'heure une condition meilleure.
changeant des noces ses transports. Mais après certain temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune, et toute autre chose que le défunt. Ah, dit-elle aussitôt, un cloître est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil, enfin, sert de parure, en attendant d'autres atours. Ah, toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les rires, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri. Mais comme il ne parlait de rien à notre belle, où donc est le jeune mari que vous m'avez promis, dit-elle. Si madame de Sévigné pleura beaucoup et ne se remariera jamais, il faut bien constater que dans ses lettres, jamais ne passe le souvenir de son mari, et elle n'avait alors que 24 ans. En revanche, tout le reste de sa vie, elle resta obnubilée par l'image de la mort, et surtout par la fuite du temps. Parce qu'au bout, il y a la mort. Et malgré sa piété, elle ne pouvait y penser sans frissonner. Avec toute sa fantaisie, elle n'en était pas moins profonde à ses heures, et observera toujours, d'un regard sérieux, la vie qu'elle aimait avec fougue dans tous ses aspects. Si ces lettres sont admirables, parce qu'elles peignent avec perfection l'âme humaine, il serait regrettable toutefois de négliger dans celles-ci ces descriptions de la nature et des lieux. Tout ce que sa plume toucha se trouva peint. Qui a mieux parlé des couleurs de l'automne dans ces lignes tombées de sa plume à Livry le 3 novembre 1677. Je suis venu ici achever les beaux jours et dire adieu aux feuilles. Elles sont encore toutes aux arbres, elles n'ont fait que changer de couleur. Au lieu d'être vertes, elles sont aurores, et de tant de sortes d'aurores que cela compose un brocart d'or riche et magnifique, que nous voulons trouver plus beau que du vert, quand ce ne serait que pour changer. Cet amour de la nature et de la vie, elle le partageait avec Henri, et il se trouva encore décuplé avec la mort de celui-ci. Ses contemporains, comme les biographes de la marquise, ont été souvent très durs et injustes envers Henri, ne retenant en lui que son goût, qui lui fut fatal, pour les duels et les femmes, et occultant systématiquement ses qualités, son esprit vif et sa grandeur d'âme. Henri de Sévigné certainement passait à côté d'une vie admirable et passionnante. Il aurait pu laisser son nom dans l'histoire parmi nos grands capitaines ou nos grands politiques. Mais il n'a pas sacrifié ses plaisirs et ses goûts pour rejoindre la route glorieuse aux côtés de laquelle il cheminait. Ce choix délibéré ne signifie pas pour autant une preuve de faiblesse ou un abandon de sa personnalité. À une époque où l'on était encore enserré par les convictions et les étiquettes, si on voulait tenir son rang et progresser dans la société, Henri fut l'exemple remarquable et rare d'un homme libre, qui était indifférent au jugement et aux critiques des gens, libre par rapport à la société de son temps, qu'il entendait par ailleurs contribuer à faire évoluer vers plus de liberté et de générosité. Mais c'est cet homme libre se fit ligoter bras et jambes lorsqu'il rencontra notamment Ninon, puis Madame de Gondran. Triste
Oui, bien triste, en fait, bien triste destinée pour quelqu'un qui aurait dû être un vainqueur et qui en avait l'étoffe et ne fut qu'une pitoyable victime. Gageons qu'il retrouve un jour une place plus convenable dans l'histoire. Néanmoins, même s'il sort peu à peu de son purgatoire et de l'anonymat, il est à peu près certain, je le crains, qu'il ne reste dans l'esprit de nos compatriotes, in aeternum, Henri de Sévigné, le mari de la marquise. Je vous remercie.